le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, Nasser Kamel. Merci à tous les deux de prendre place. Madame la députée, dans un contexte où souvent on parle de tout ce qui va mal dans la relation Europe-Afrique, on va essayer de dessiner ce matin, sans nier les difficultés, mais on va essayer de dire aussi peut-être ce qui va bien, identifier les signaux positifs, ce qui avance. Un débat, bien sûr, qui avait donc ce thème, repenser les coopérations entre les deux continents dans un monde en recomposition, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il s'est passé beaucoup de choses depuis un an dans le monde, avec en effet une sorte de fragmentation, de repli. Est-ce que justement on est dans un repli de la relation Europe-Afrique ou au contraire dans un moment de consolidation? Je voudrais simplement remercier notre conseillère spéciale Europe, Chiara Corazza, et notre conseiller spécial Afrique, Souemet Mampassi, d'avoir contribué également à la préparation de ces échanges. On peut les applaudir. Bon, vous avez une grosse responsabilité, Madame la députée. Vous allez nous donner de l'espoir. C'est l'objet de ce deuxième édition du Forum Europe-Afrique. Vous êtes député du Parlement français. Vous avez un territoire très large. Je crois 49 États. 49 États. Bon, ça veut dire que vous avez un abonnement Air France KLM avec beaucoup de miles, j'imagine. Vous avez été réélu député l'année dernière, c'est votre deuxième mandat. Pourquoi faut-il être optimiste dans un monde dans lequel on a beaucoup d'appréhension, de crainte, des crises, mais qu'est-ce qui vous permet de dire que vous êtes encore une députée optimiste quand vous sillonnez l'ensemble de votre circonscription ? Alors, merci beaucoup tout d'abord de m'avoir invité et merci pour cette organisation. C'est vraiment très important de nous réunir. Et ce que vous disiez tout à l'heure est encore plus important, c'est qui sont nos voisins. Et c'est vrai que souvent on se dit que dans ces grands forums, on ne trahit pas de grandes vérités, c'est pas vrai. Il n'y a pas de secrets qui sortent d'ici. Mais on fait en sorte que les gens se rencontrent et je pense que ça, c'est vraiment primordial. Alors oui, moi je suis une grande optimiste et c'est vrai que j'ai beaucoup de chance et je suis très heureuse de représenter les Français de ces 49 pays, du Ghana à Dubaï et de l'Afrique du Sud au Liban, même si certains souffrent plus que d'autres. Mais quand vous parliez de la jeunesse, Madame la Présidente, c'est vrai que quand je rencontre ces jeunes dans tous ces pays, et bien moi je reste extrêmement optimiste. Et hier soir, je crois que c'est Malik Diawara qui parlait des médias qu'il ne fallait pas diffuser du bruit, mais de l'information. Beaucoup de choses existent. L'Afrique est incroyable et souvent, ce qui m'embête aussi, c'est qu'on confond. On parle de l'Afrique comme si c'était un pays, alors que c'est 54 pays aussi différents les uns que les autres. Le Tchad, l'Afrique du Sud sont différents. Le Congo-Brazzaville et l'Éthiopie sont différents, et le Maroc et la RDC, on ne peut pas les comparer. Et du coup, dans tous ces pays très différents les uns les autres, on a une jeunesse pleine d'espoir. Et c'est vrai que sans espoir, il n'y a pas d'avenir. Et dans chacun de ces pays, à chaque fois que je repars de là, je me dis c'est mon pays préféré. Mais c'est fou, parce qu'à chaque fois que je quitte un des pays de ce continent, je suis très impressionnée par en fait, les innovations, aussi simples soient-elles. Et j'aimerais que du coup, avec les journaux comme les vôtres, qu'on puisse aussi en France diffuser un peu plus ce qui se passe là-bas. Donc, ce que vous dites, Madame la députée, c'est que globalement, alors ça nous met sur le grill, mais c'est bien aussi, c'est de dire qu'il y a peut-être aussi une façon de traiter l'information. C'est pour cette raison qu'on a souhaité, à l'initiative de la Tribune, réunir plusieurs confrères. Hier soir, vous étiez présente, parce que l'information, on le sait, c'est un enjeu important pour nos démocraties, mais aussi pour essayer de traduire des choses à la fois réelles, parce que bien entendu, l'Europe comme l'Afrique rencontrent des difficultés, mais il y a aussi beaucoup de choses positives qui peut-être pas ne sont pas suffisamment relayées. Donc, vous dites un sujet quand même sur l'information, avec quand même un raisonnement, nous, Français, Européens, qu'on doit peut-être beaucoup plus avoir, c'est qu'il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. Justement, sur l'innovation, arrêtons-nous. Tout à l'heure, Martine Vassal rappelait qu'ici, la métropole d'Aix-Marseille est capitale européenne de l'innovation cette année, choisie par l'Europe pour 2023. L'innovation, on voit, c'est un élément et un facteur très fort de la croissance que beaucoup de pays africains connaissent. Dans votre circonscription, il y a par exemple le Kenya, qui est souvent un pays, on peut dire, modèle en termes d'innovation. Qu'est-ce que vous identifiez aujourd'hui comme temps d'avance
Quel est le temps d'avance qu'a, selon vous, l'Afrique et ces pays que vous voyez par rapport à l'Europe? Parce que aujourd'hui, l'Afrique a pris un temps d'avance en matière d'innovation sur un certain nombre de sujets. Alors, en fait, temps d'avance par le besoin. Et rien n'est mieux que d'innover à partir d'un besoin concret, réel, constaté du quotidien. C'est vrai qu'ici, on a beaucoup de financement pour l'innovation, pour la recherche, donc on a beaucoup de chercheurs qui se lancent et des entreprises qui se lancent pour pouvoir utiliser certains subsides, notamment le crédit impôt recherche que je connais bien. Et on n'en sort pas forcément de l'emploi et de l'innovation concrète utilisable chaque jour par les citoyens. C'est vrai qu'en Afrique, l'innovation est assez concrète et elle sort vraiment du quotidien. Et là, j'ai une anecdote. Pendant le Covid, j'ai fait un sondage dans les pays d'Afrique de ma circonscription, donc il y en a 38 sur 54, et j'ai demandé à nos entrepreneurs français, parce que c'est leurs coordonnées que j'ai, mais ce qui est intéressant, c'est que la plupart ont créé des entreprises au niveau local. Et je leur ai demandé quels étaient leurs besoins en termes d'aide financière pour passer le Covid et comment ils réussissent à s'en sortir. 57% des 1000 entreprises qui ont répondu, essentiellement des TPE-PME, m'ont dit qu'elles avaient créé un nouveau produit ou service lié à cette crise Covid. Et on se rend compte en fait de peut-être l'agilité qui manque peut-être au continent européen, qu'ont les entrepreneurs en Afrique. L'agilité. L'agilité. On va parler aussi tout à l'heure de la mobilité des talents. C'est un enjeu aussi très important dans cette large zone Afrique-Méditerranée-Afrique. Nasser Kamel, merci d'avoir accepté d'être parmi nous. On est très honoré d'avoir le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée. Vous avez fait une grande carrière de diplomate. On se rappelle lorsque vous étiez l'ambassadeur d'Égypte en France, mais également vous avez été ambassadeur d'Égypte à Londres, donc vous connaissez l'Europe. Maintenant, vous avez cette mission, c'est d'agir pour notre Méditerranée, le berceau de l'humanité, qui réunit à la fois les pays du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Europe. Qu'est-ce qui nous permet, aujourd'hui, nous sommes le 16, alors attention, c'est enregistré, monsieur le secrétaire général, on ressortira votre parole peut-être dans 1 an ou dans 10 ans. Qu'est-ce qui nous permet, le 16 mai 2023, d'être encore optimiste dans cette mondialisation? Quels sont les signaux positifs que vous identifiez dans lesquels vous vous dites il y a encore de l'espoir? Je tiens d'abord à te remercier, Jean-Christophe Tortora, pour cette initiative extraordinaire et un choix de sujet et d'orientation qui est le bon, dans le sens de l'Europe et l'Afrique. Et aussi à Martine Vassal d'avoir accueilli cet bel événement dans cette métropole qui est toujours en avant par rapport à la vocation internationale et régionale de la France. Écoute, Jean-Christophe, optimisme, oui, parce que les défis que nous faisons face représentent à la fois des défis, mais aussi des opportunités. On est dans une zone, je parle de la Méditerranée, mais aussi de l'Afrique et l'Europe, une zone où d'un côté on a une démographie galopante, avec des jeunes à un niveau d'éducation, un bon niveau d'éducation, et de l'autre côté une démographie qui est en crise. Je parle de l'Europe. On a une transition écologique ou énergétique et des ambitions d'aller vers la neutralité en carbone en 2030 et zéro émission en 2050. Et on a aussi un défi climatique sans précédent. On est la région la plus affectée du changement climatique. On se chauffe 20% plus que le reste de la planète, à part l'Antarctique. On a une crise des chaînes de valeur. On voit très bien aujourd'hui le prix des produits. La liste d'attente pour acheter une voiture, par exemple, c'est 10 mois aujourd'hui, à cause des problèmes de chaîne de valeur. Et ça se répartit sur tout. Tout ça, je parle que de défis, mais votre question, c'était par rapport à l'optimisme et aux opportunités. La réponse, c'est l'intégration régionale. Cette Europe qui perd un peu au niveau de la population, qui perd en tant que marché,
qui vit dans un monde où on a une Chine qui commence à avoir une place dans l'économie mondiale, mais aussi une place dans la géopolitique mondiale, que ce soit en Afrique, en Asie et en Europe, et voire même en Europe, je vais dire, à travers l'Ukraine, à travers son action ou même son inaction, et au Moyen-Orient. On a une Inde montante aussi, avec des orientations géopolitiques qui ne sont pas nécessairement celles de l'Europe. Pour que cette Europe continue à prospérer, à avoir une place dans le monde de demain, elle doit s'orienter vers une intégration renforcée vers son voisinage. Son voisinage, c'est le Sud, et le Sud dans le sens large, ça veut dire la Méditerranée et l'Afrique, et l'Est, évidemment, à travers une politique énergétique sur le renouvelable qui devrait naturellement, pour des raisons évidentes, soit exploitée plutôt au sud qu'au nord, que ce soit le vent, que ce soit l'énergie solaire ou les nouvelles technologies comme l'hydrogène vert et autres, à travers une mobilité intelligente, et pas le management de l'immigration, à travers une régionalisation des chaînes de valeur, dans le sens que l'Europe peut réduire à la fois sa dépendance énergétique, pouvoir accroître sa part des marchés en produisant plus dans le Sud, en créant plus de l'emploi dans le Sud, mais en créant de la valeur ajoutée pour les deux rives, l'Afrique d'un côté et l'Europe de l'autre. Je peux continuer, mais je vois que vous voulez poser une autre question. Là-dessus, Nasser Kamel, plus d'intégration, et je sais ici, ça me permet de saluer à la fois la Chambre de commerce CCI ici du territoire d'Aix-Marseille, son président Jean-Luc Chauvin, Denis Berger, parce que ce sujet de l'intégration économique, c'est un sujet qui leur tient à cœur. Est-ce qu'aujourd'hui, on dit c'est l'intérêt de l'Europe, mais est-ce qu'aujourd'hui, elle est voulue aussi par les acteurs africains? C'est-à-dire qu'on a entendu hier en disant finalement aujourd'hui, l'Afrique n'a plus besoin aussi de l'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans un momentum, vous pensez, du point de vue géopolitique, où l'envie est réciproque? Parce que pour consolider, pour plus d'intégration, il faut l'envie commune. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette envie, est-ce qu'on est en capacité de créer de la valeur encore plus demain, ensemble? Est-ce que c'est une réalité que vous voyez, vous, sur le terrain? Évidemment. Je n'ai pas été hier, je n'ai pas entendu le discours, et avec tous mes respects, je ne partage pas vraiment cette logique. On a besoin de l'Europe, et vous avez besoin de nous. Parce que moi, je suis égyptien, alors je me considère africain à 100%, pour énormément de raisons. Je l'ai décrit d'ailleurs. On a une jeunesse chercheuse qui est bien éduquée, au niveau d'éducation, surtout les femmes dans notre région, qui sont mieux éduquées même que les hommes. On a un taux de chômage important et on a des marchés. On parle d'une Afrique de 1,4 milliard d'habitants et 2,5 en 2050. Un marché énorme. On a une Europe qui doucement et tranquillement en train de perdre son poids économique et géopolitique au profit, je suis pas très diplomatique aujourd'hui, au profit d'une Chine montante, d'une Inde montante et d'une Amérique avec le Mexique et son voisinage en train de créer sa propre zone d'influence, à part sa zone d'influence à l'échelle mondiale. Pour que l'Europe puisse compter dans le monde de demain, dans 20, 30 ans, elle doit s'associer à cette Afrique. Elle doit songer à un transfert de technologies net. Elle doit investir. Pour que cette Europe puisse être indépendante au niveau énergétique, elle doit développer dans la structure d'interconnexion. Parce qu'on peut parler de l'énergie renouvelable en Égypte ou au Sénégal ou partout en Afrique, mais sans des infrastructures qui permettent à cette énergie d'être exportée. Je parle d'énergie propre ici, je ne suis pas dans le fossile. C'est important. Pour gérer même la problématique de la migration qui devient un
problème majeur pour l'opinion publique en Europe. Et c'est en créant des emplois au Sud, en donnant aux gens au Sud l'envie de rester. Et même faire face au changement climatique, sans investir dans le renouvelable, dans l'adaptation et la mitigation. Parce que ce qui se passe en Europe impacte l'Afrique, mais vice-versa. Si l'Afrique développe un modèle de développement qui est nocif, qui a un impact négatif sur l'environnement, ça va impacter l'Europe d'une manière négative. On est vraiment, je ne dirais pas condamné, mais on est obligé à travailler ensemble, à investir ensemble, à bâtir un futur ensemble entre ces deux composantes de l'ancien monde, si je pourrais dire, pour pouvoir exister, compter sur le monde du futur. Le titre de cette séance, c'est un monde en recomposition. Comment nous, on va compter dans ce monde recomposé dans 10, 20, 30 ans? J'ai une question pour tous les deux, qui n'est pas facile. Quand on dit un monde en recomposition, comment on redéfinit cette relation Europe-Afrique? Quelle est selon vous la part de responsabilité qu'ont à la fois les responsables politiques, ici il y a des ministres, des parlementaires, des élus dans la salle, parce qu'on attend toujours beaucoup des politiques pour changer le monde. Mais est-ce qu'aujourd'hui il y a aussi la part, les entrepreneurs, on le voit sur le continent africain, font bouger les choses. Donc quelle est la répartition entre aujourd'hui ce qu'on peut attendre de la part des grandes organisations, des États, mais également de l'Union européenne, de l'Union africaine, et puis aussi l'énergie quotidienne des entrepreneurs du continent africain et du continent européen? Quel est le job de chacun pour changer les choses? Alors, les choses ont changé. Enfin, c'est vrai qu'on dit toujours il faut plus, il faut une coopération réelle, il faut travailler l'égal, il faut. C'est vrai. Mais en fait, on s'en est rendu compte, enfin pas moi, c'est pas moi qui m'en suis rendu compte, c'est notre gouvernement, notre président déjà en 2017, mais avant aussi. Le président Hollande le disait aussi, donc c'est bien de le dire, après il faut faire. Plein de choses ont été faites. Des nouveaux instruments financiers ont été créés, je pense à Choose Africa, je pense à ces 3 milliards d'euros, il va y avoir un Choose Africa 2 en 2023, je pense à toutes les visites qui ont donné lieu à beaucoup de coopérations nouvelles, je pense au président qui dit aussi que nos grandes entreprises, merci pour ce que vous faites, mais vous pouvez faire plus et ne pas vivre sur vos rentes. Je pense à la jeunesse, à la culture, tout ce qu'on fait sur la restitution des œuvres. Les pays africains l'ont demandé à tous les présidents, l'ont demandé au président Chirac, l'ont demandé à Sarkozy, l'ont demandé à tout le monde. Dès 2017, on a dit oui, en fait, il faut rendre les œuvres parce que la culture doit circuler. Donc du nord au sud et du sud au nord surtout. Donc tout ça, c'est des choses qui ont commencé. Je pense qu'ils ne se voient pas peut-être tout de suite maintenant, mais qui tout doucement vont continuer à se voir. C'est important de voir, notamment avec, on dit plus de solidarité. Avec France Volontaire, on envoie des volontaires de solidarité internationale en Afrique, mais on reçoit aussi. Et on a dit que la réciprocité devait être absolument importante et obligatoire. Donc on reçoit des volontaires togolais, des volontaires camerounais. Et c'était très amusant quand je les ai reçus à l'Assemblée nationale, qui m'ont dit « mais on ne savait pas qu'il pouvait y avoir des blancs SDF ». Et en fait, c'est comme ça, en faisant en sorte que les jeunes aillent dans les pays africains, que les jeunes des pays africains viennent en France et en Europe, bien sûr, pour que se rendent compte et qu'on puisse apprendre à se connaître et continuer de s'aimer. Parce que la vérité, c'est qu'on s'aime et qu'on s'aime beaucoup. J'ai une anecdote, quand j'étais, il y a 1 an et demi, au Cameroun, à l'Institut français, l'ambassadeur Christophe Guigou avait organisé un excellent événement après le sommet de Montpellier, le nouveau sommet Afrique-France. Donc toute la journée, il y en avait 4 ateliers, l'après-midi, il y avait les restitutions des ateliers. On avait une centaine de jeunes camerounais, extrêmement bien formés, parce qu'au Cameroun, au Bénin, enfin, on a beaucoup de pays, en Égypte, où il y a des très bonnes écoles et où les jeunes ont des excellents niveaux. Et à la fin de la journée, les enfants, moi, ils avaient 20 ans, donc c'est plus des enfants, me disaient, mais en fait, on entend tout le temps, et on demande tout le temps à la France de nous aider, on la critique, mais on lui demande de nous aider plus. Mais qu'est-ce que nous, on peut faire pour la France? Et ça m'a touchée, parce que c'est 100 étudiants devant moi, camerounais, m'ont dit en fait, on a envie de se sentir, nous, utiles, nous, Africains, on a envie de se sentir utiles. Mais je leur dis, mais vous l'êtes. Regardez juste la pyramide des âges. Et puis, a priori, nous, on n'a pas de ressources, pas tellement de ressources dans nos sols.
et la pyramide des âges, encore une fois. Donc bien sûr qu'on est utile, et l'histoire commune fait que, en fait, on restera de toute façon, pour moi, proches et amis, et on ne peut pas dire que l'Afrique n'a pas besoin de l'Europe, c'est pas vrai, et l'Europe a absolument de l'Afrique, c'est vrai. La France reste le premier fournisseur du continent africain, même si la Chine est le premier financeur, mais je pense que de toutes les choses qui peuvent être négatives, on peut en faire des opportunités. Voilà des signaux positifs très concrets, puisque là, on parle de jeunesse au Cameroun qui vient traduire un mot et l'envie, en tout cas, d'apporter aussi son soutien à l'Europe et à la France. Même question, Nasser Kamel, voilà, faut-il tout attendre de la diplomatie, des politiques? Et quelle est la part du rôle de la société civile, des entrepreneurs, de la jeunesse, dans leur capacité à faire bouger les lignes de cette relation Europe-Afrique? Est-ce que c'est la politique des petits pas qui est finalement nécessaire chaque jour? Il ne faut pas imaginer qu'il va y avoir une sorte de grand soir, de grand bing-bang, mais c'est un travail de petits pas. Nasser Kamel. La politique a son rôle à jouer, il n'y a rien à dire. Elle est censée mettre le cadre institutionnel, tracer la voie, permettre aux échanges de se faire dans les meilleures conditions. Mais ça s'arrête là. La réalité, c'est que le travail doit être fait par le secteur privé et la société civile. Aujourd'hui, sur tous les domaines que j'ai évoqués, sur la question de l'énergie, c'est le secteur privé. Ce qu'on appelle aujourd'hui impact investment, c'est fait par des sociétés privées. Hier, j'ai vu qu'une boîte norvégienne qui est en train de bâtir une interconnexion entre l'Égypte et l'Italie pour importer de l'électricité propre, produite en Égypte vers l'Europe. Secteur privé qui investit en Égypte pour amener de l'électricité en Italie à travers une boîte norvégienne. C'est ça le modèle qu'on cherche. Parlons du FinTech. L'Afrique est vraiment en avance, même par rapport à l'Europe. Si vous regardez de près, et surtout l'Afrique subsaharienne, l'Afrique subsaharienne a une capacité d'exporter des solutions. Les portables en Afrique, c'est des banques à plein droit. Alors vous verrez justement, parce que cet après-midi, on aura un débat. Je ne suis pas expert, ils vont m'apprendre énormément, ces jeunes entrepreneurs. On aura un grand débat à ne pas manquer cet après-midi, c'est sur l'Afrique, la start-up du monde. Oui, exactement. On aura ces sujets-là. Oui, exactement. Alors l'optimisme est là, mais ce n'est pas à travers l'aide au développement. Je le salue et je travaille dans ce domaine. Et j'ai même mes propres projets au sein de l'Union pour la Méditerranée, mais c'est juste une goutte dans une mer. Par rapport à ce que le secteur privé peut amener et la valeur ajoutée que ce secteur privé peut amener aux deux rives. Et parle de rives, je parle de l'Afrique d'un côté et de l'Europe d'un autre. Alors, je suis entièrement d'accord, le travail doit être fait à la base et des petits pas, en investissant dans les deux côtés et en créant de la valeur ensemble pour un avenir plus brillant. Un dernier mot, on arrive déjà à la conclusion. Aujourd'hui, on va parler des nouvelles ressources, des nouvelles technologies. Moi, je voudrais simplement que vous disiez un mot sur les talents. Comment aujourd'hui, dans cette relation à réinventer entre l'Europe et l'Afrique, on peut, ça, moi depuis hier soir, beaucoup me disent, mais on a un enjeu de mobilité des talents, la question des visas. Là, on est vraiment dans le pratique, on est dans vraiment on va dire dans le sujet du quotidien. Madame la députée, voilà, comment on peut faire mieux pour que justement cet espace finalement géographique et politique et l'Europe et l'Afrique, si on veut à plus d'intégration, ça passe par la question de la mobilité des talents. Qu'est-ce qu'on peut améliorer sur ce sujet? Alors là, vous touchez un sujet sensible, un sujet sur lequel je peste très souvent. Pour vous dire, quand je suis partie avec le président de la République au Cameroun, dans l'avion, tout le monde parlait du sentiment anti-français grandissant. Wagner, etc. Ok, très bien. Et quand le président m'a demandé mon avis, je lui ai dit, vous êtes sérieux, vous êtes sûr que vous voulez mon avis? Et c'est vrai que je ne suis pas du tout politiquement correcte, voire très incorrecte. Et je lui dis, en fait, le sentiment anti-Afrique commence au consulat. Parce que quand on a des jeunes brillants, gabonais, congolais, qui ont été au lycée français de Libreville, au lycée français de Tananarive, toute leur vie, donc du CP au bac, ont eu le bac avec mention, c'est des écoles payantes, quand on n'est pas français et qu'on n'a pas la bourse, qui coûtent cher.
d'excellence, certes, mais quand on a fait toute sa scolarité jusqu'au bac et qu'on a un bac avec mention et qu'on n'a pas de visa parce qu'on veut venir étudier en France, c'est un problème. Et du coup, moi, je plaide pour qu'on enlève les visas. Avant 86, les attentats de la rue de Rennes, il n'y avait pas de visa sur les anciennes colonies françaises. Et du coup, moi, je plaide et j'ai demandé à notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en commission des affaires étrangères, si on pouvait faire un test. Et j'aimerais pouvoir faire un pilote de 2 ans sans visa avec 2 pays que j'ai ciblés, le Gabon et le Congo-Brazza. Et pourquoi ces pays-là? Ce que j'ai dit, c'est que, notamment le Gabon, quand on voit le PIB par habitant, il a 8 000 $, 2 000 $ de plus que l'Afrique du Sud, qu'on cite souvent en exemple. C'est des terres d'immigration et pas des terres d'émigration. Les Congolais, Congo-Brazza essentiellement, et Gabon sont des gens fiers, très éduqués, qui aiment leur pays et qui n'émigrent pas. Donc, si on peut commencer à faire un premier pilote comme ça, je suis sûre que déjà le sentiment anti-français va disparaître et qu'on va pouvoir attirer les talents, parce que le passeport talent, c'est bien, mais c'est beaucoup trop petit en termes de quantité. On peut applaudir la députée, Madame la députée. Vous avez raison, il faut continuer à être politiquement incorrect. Donc il faut changer, c'est ce qui se passe aujourd'hui, vous le dites, dans les consulats, si on veut changer la relation entre l'Afrique et la France. Mais c'est bien de le dire ici dans ce forum Europe-Afrique. On peut tout dire ici. Merci. Nasser Kamal, la question, vous aurez le mot de conclusion, justement la question des talents. Vous êtes le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée. Comment justement dans cette zone de la Méditerranée, on peut améliorer la mobilité des talents? Finalement, c'est notre première matière, notre première ressource. Comme j'ai dit au départ, une mobilité intelligente. C'est exactement ce que Madame la députée vient de décrire. C'est de pouvoir créer des passerelles par le biais desquelles les talents puissent avoir la liberté de circulation pour pouvoir amener leur savoir-faire, leur talent partout, que ce soit d'un côté à l'autre. Les chercheurs, par exemple, les professeurs, les étudiants, comme elles viennent de décrire, mais aussi les hommes d'affaires. Parce que moi aussi, je constate, et je serais un peu politiquement incorrect si une députée française, elle l'est, pourquoi pas moi, les hommes d'affaires, parfois, ils ont des problèmes pour accéder à l'Europe, pas seulement à la France, mais à l'Europe tout entière. Et ils sont là pour faire des affaires. Et des gens avec des moyens financiers importants. Il y a une crainte que je comprends parfaitement, parce que j'ai vécu en Europe par rapport à cette démographie européenne et par rapport à ce influx d'immigration. Et ça se résout par 2 moyens. Investir dans le Sud, co-travailler avec le Sud, mais aussi permettre aux talents et aux hommes d'affaires du Sud de pouvoir accéder à l'Europe. Les programmes de recherche, nous, on gère un programme de recherche PRIMA qui est de 250 millions d'euros, des programmes de recherche entre chercheurs de l'Europe et chercheurs de la Méditerranée. Parfois, on a des problèmes à amener nos chercheurs égyptiens, algériens, marocains, pour continuer leur recherche avec leurs collègues européens au Suède ou en Finlande. Je ne dirais pas la France, mais ça arrive aussi en France. Alors, une politique d'immigration intelligente, une mobilité intelligente qui ne sera pas trop... qui n'aura pas un impact sur l'opinion publique aussi, parce qu'il faut les gérer, et qui permet à une intégration, je reviens toujours au mot-clé, régionale, renforcée entre ces 2 continents, aura des effets bénéfiques pour cette région et pour l'amener vers un avenir beaucoup plus brillant. Merci Nasser Kamel, merci Amélia Lacrafi pour nous avoir ouvert quelques pistes, des signaux positifs, des signaux optimistes. Je vais céder ma place à Philippe Mabille, le directeur de la rédaction, vous dire à celles et ceux aussi qui nous suivent en direct de tout le continent africain européen, vous êtes d'ores et déjà nombreux, je crois plus de 14 000 à nous suivre dès ce matin, en direct sur la tribune.fr. Et n'hésitez pas, #Forum Europe-Afrique. Excellente matinée, je cède la place à Philippe Mabille. On va rentrer dans le concret, on va parler de financement et d'argent. Merci.